Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de faire cet exposé. Donc cet exposé a trait à d'Alembert mécanicien, et dans la nomenclature qui vient d'être donnée, ça veut dire mathématicien mixte. Donc ces contributions à la mécanique sont des contributions remarquables, et c'est ce que j'aimerais illustrer. Alors évidemment, sans faire un véritable travail d'historien, je n'en ai pas les qualifications. Il y a dans cette salle des personnes qui travaillent sur d'Alembert depuis très longtemps et qui en savent beaucoup plus que moi sur ces aspects historiques. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de montrer en quoi les contributions de d'Alembert sont modernes, en quoi ces contributions nous intéressent dans les applications actuelles et dans ce qu'on utilise dans nos domaines. Alors, je vais évoquer successivement le principe de la dynamique, le paradoxe, et puis l'équation des cordes vibrantes, qui a déjà été un peu présentée tout à l'heure, sous l'angle plutôt des équations en dérivées partielles. Je la présenterai un peu sous l'angle disons, de la physique et de la mécanique. Alors, au départ, je pensais faire cet exposé sans montrer d'équations, mais ce n'était quand même pas pratique. Et puis, pour les scientifiques, les équations valent mieux qu'un long discours. Et puis elles sont très belles. Donc, les équations que d'Alembert a développées ont une beauté intrinsèque, et j'espère que vous serez quand même gagnés par cette beauté. Je présente mes excuses à Michel Zinc et aux quelques personnes qui n'ont pas la familiarité pour ce type d'écriture. Mais je suis sûr que vous pourrez suivre mon raisonnement, j'espère tout au moins. Et je précise qu'il n'y aura pas d'examen final après cet exposé. Alors, pour en savoir plus sur le fond des choses, je vous recommande la littérature. Donc, il y a Christoph Schmidt qui a fait quelque chose de très profond sur le principe général de Jean Le Rond d'Alembert, le principe de la dynamique. Il y a un livre qui donne un petit peu le départ de la mécanique des fluides, le développement de la mécanique des fluides, et c'est un livre écrit par Darrigol, Olivier Darrigol. Et puis Uriel Frisch, qui est dans cette salle, notre confrère, a travaillé sur le paradoxe de d'Alembert et a fait quelque chose de très, très précis et très profond. Et il y a d'autres chercheurs qui ont aussi travaillé sur ce sujet. Et enfin, l'équation des ondes vibrantes, des cordes vibrantes, a été étudiée dans la thèse de Guillaume Jouve, qui est aussi ici, et je vous recommande de regarder cette thèse. Alors, elle s'intitule « Imprévu et piège des cordes vibrantes chez d'Alembert ». Donc, tout ça est disponible. Vous devriez pouvoir regarder ça chez vous, un travail à la maison. Alors, je commence par le principe de d'Alembert et le développement de la mécanique. Donc, c'est un principe qui traite... Donc, il a développé ce principe en 1742. Il avait 26 ans, c'est remarquable. Donc, très jeune, il avait déjà quelque chose qu'il a publié sous la forme de ce traité de dynamique. Et ça porte sur le mouvement de corps solides, liés ou non entre eux, libres ou contraints par des forces. Alors, c'est un principe qui permet d'envisager les problèmes de mécanique sous une forme unifiée, et il utilise ici ce qu'on appelle la méthode des déplacements virtuels, c'est-à-dire on donne des petits déplacements aux objets qu'on est en train de traiter, et on regarde donc ce qui arrive aux objets, et c'est sous cette forme qu'on va voir ce principe. Alors, c'est un principe qui a été donc élaboré relativement tôt, et ensuite, il y a eu une édition enrichie de ce traité de dynamique en 1758. Alors, quels étaient les acteurs dans ce domaine de la mécanique? Alors, j'ai un petit peu débordé sur le XVIIe siècle, et je suis allé jusqu'au XIXe. Donc, Newton, bien sûr, qui propose le principe fondamental de la dynamique, d'Alembert qui présente ce principe de la dynamique sous une forme assez différente, Lagrange qui, lui, utilise ce principe et qui élabore les bases, qui jette les bases de la mécanique analytique, et enfin Hamilton qui donne une nouvelle formulation des équations de la mécanique qui est tirée justement de ces équations de Lagrange. Et tout ça forme une très belle
évolution de ces équations de la mécanique qui va aboutir au final à la mécanique quantique. Alors, je voudrais donner ici juste une présentation moderne. Hein. C'est une vision moderne de la manière de présenter ce principe de la dynamique. On démarre avec l'équation de Newton. La force est égale au produit de la masse par l'accélération, hein, F égale m gamma. On passe au premier membre, le produit m gamma, c'est-à-dire ce qu'on appelle la force d'inertie. Donc on a ici une égalité, c'est la force moins m fois l'accélération est égal à 0. On multiplie par un déplacement virtuel, c'est-à-dire un petit déplacement compatible avec les contraintes physiques qui peuvent exister pour les corps solides qu'on étudie. Et on fait la somme sur l'ensemble des corps solides et on obtient ce qu'on appelle le principe de D'Alembert généralisé sous cette forme. Et c'est une forme qui est applicable et utilisable en mécanique. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir de ce principe, on peut obtenir ces très belles équations de Lagrange. Donc, alors ça demande quand même quelques petites manipulations, ça n'est pas immédiat, mais c'est des calculs relativement simples. Et on arrive à une formulation de la mécanique sous cette forme très compacte, très élégante, qui est due à Lagrange. Et un cran plus loin, on peut arriver donc à cette formulation de Hamilton, qui consiste à écrire les équations, cette fois-ci sous forme d'un système du premier ordre, où on utilise un hamiltonien, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et puis, à partir de cette formulation, eh bien, on peut dérouler la mécanique quantique, tout au moins l'équation de Schrödinger peut se dériver très facilement à partir de cette représentation de Hamilton. Je passe maintenant... alors, je n'en dirai pas plus sur ce principe de la dynamique. Hein, c'était juste pour vous donner un éclairage et vous encourager à aller regarder les détails à la fois chez D'Alembert et puis peut-être chez les autres auteurs. Je passe maintenant au paradoxe de D'Alembert. Alors ici, c'est une des contributions de D'Alembert dans le domaine de la mécanique des fluides. Ce que D'Alembert fait, c'est d'obtenir un résultat qui est étonnant. Il s'intéresse à la résistance à l'avancement des objets plongés dans des fluides. Le sujet est bien sûr d'une importance pratique considérable. Alors, il l'était peut-être à l'époque, il l'est beaucoup aujourd'hui, bien sûr. On cherche à avoir une résistance à l'avancement la plus faible possible. Et l'objectif des ingénieurs est de minimiser cette traînée. Et D'Alembert montre, alors c'est ça le résultat qu'il donne un peu comme paradoxe, c'est que cette traînée est exactement égale à 0 en faisant quelques hypothèses. Le fluide idéal, c'est-à-dire dénué de viscosité, et puis le mouvement du fluide est stationnaire. Alors c'est un travail qu'il a réalisé à 35 ans et qui est toujours cité dans les livres, et vous verrez d'ailleurs l'intérêt de ce travail dans ce que je vais faire ici. Alors, pour bien expliquer ce qu'est la traînée, je vous ai mis ici un avion. Bien sûr, à l'époque de D'Alembert, il n'y en avait pas, mais la traînée existait déjà. Alors, cet avion est en vitesse de croisière, il avance à une vitesse qui est constante et il est en équilibre. Alors, dans la direction verticale, son poids, qui peut être très grand, hein, ici c'est un objet qui fait quand même plus de 500 tonnes, est compensé par la portance qui est produite par la voilure. Et puis, il y a des moteurs, et ces moteurs produisent une poussée qui compense la traînée. Donc, la poussée des moteurs est exactement égale à la traînée, et à ce moment-là, l'avion avance à vitesse constante. Alors, pour simplifier les choses, j'ai pris le cas de la sphère. Donc, vous avez ici une sphère. La sphère avance avec la vitesse v dans la direction vers la droite, et la traînée s'exerce dans la direction opposée. Et donc c'est ça qu'on va regarder. Donc le symbole qu'on utilise ici, c'est D pour dire hérité de l'anglais, drag. Hein, donc. Mais sinon, on a ici une force de traînée. Et alors quels sont les acteurs de la mécanique des fluides naissante? Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres que ceux que je viens de montrer ici. Il y a bien sûr Daniel Bernoulli, la famille Bernoulli en général, qui a beaucoup contribué au développement de la mécanique initiale. Il y a Jean Leron d'Alembert, qui lui propose à la fois des travaux sur les mouvements des fluides et surtout cette théorie
sur la résistance des fluides et la démonstration que la résistance est exactement nulle. Et puis il y a Leonhard Euler qui propose les équations du fluide idéal, et c'est véritablement lui qui a fait les grandes contributions de cette époque dans ce domaine. Alors, comment peut-on montrer que cette traînée est nulle? Eh bien, voilà une démonstration, disons, moderne. On prend la sphère, on regarde la répartition de l'énergie cinétique autour de cette sphère à l'instant T1. Cette sphère ensuite évolue, elle a parcouru une distance L, et la répartition de l'énergie cinétique autour de cette sphère est toujours la même. Par conséquent, le travail de la force qui agit sur cette sphère, la traînée, ce travail étant le produit de d par la distance parcourue, dl, doit être égal à 0. Et par conséquent, d est égal à 0. Alors, le résultat obtenu par d'Alembert n'est pas en accord avec les expériences. Cette résistance à l'avancement, vous l'avez vu, doit être compensée par la poussée lorsqu'il y a un avion. On ne peut pas se passer des moteurs. Si vous les éteignez, l'avion décélère. Et d'Alembert lui-même se rend compte qu'il a démontré quelque chose qui lui paraît paradoxal, et il le laisse à expliquer aux géomètres. Et effectivement, par la suite, il y a eu beaucoup de travaux sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi, effectivement, on a ici une traînée nulle. Quelle est l'explication de ce paradoxe? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Bon, c'est un tout petit clin d'œil puisqu'on a d'autres académies avec nous. Donc, j'ai pensé aller regarder dans le dictionnaire de l'Académie française. Et le paradoxe est une proposition contraire à l'opinion commune ou à la vraisemblance. Et dans le Trésor de la langue française, c'est intéressant aussi, c'est une affirmation surprenante en son fond et en sa forme qui contredit les idées reçues, l'opinion courante, les préjugés. Alors, ce qui est intéressant au TLF, c'est que l'exemple qui est donné vient de Diderot. On n'a pas beaucoup parlé de Diderot au cours de la matinée. Et alors là, Diderot donne un paradoxe qui dit la chose suivante. Pour émouvoir autrui, il ne faut pas être ému soi-même. Bon, je ferme la parenthèse. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe. Et donc, il s'agit maintenant de comprendre ce paradoxe et de comprendre comment on peut imaginer quelle est sa position dans la théorie générale. Il est toujours présenté sous forme de paradoxe dans les livres. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les livres de mécanique des fluides. Alors, ce qu'on sait, c'est que déjà, la partie de la traînée que d'Alembert étudie ne représente pas l'ensemble de toute la traînée. Il travaille sur un fluide dénué de viscosité et en réalité, il travaille sur des mouvements de type irrotationnel dans lesquels il n'y a pas de tourbillon. Et c'est vrai qu'on peut démontrer, donc, dans les théories modernes, par exemple lorsqu'on fait la théorie des surfaces portantes ou des profils portants dans des fluides idéaux en écoulement stationnaire, on peut montrer que la force qui est produite sur un profil comme celui-là est perpendiculaire à la vitesse et il n'y a pas de composante dans la direction d'avancement, dans la direction de la vitesse. Et donc la traînée, d'après cette théorie, est identiquement nulle et ça recoupe le paradoxe de d'Alembert. D'ailleurs, un profil comme celui-là, comme une aile, a une traînée qui est très faible et qui est du même ordre que la traînée du petit cylindre que j'ai représenté en bas de ce diagramme. Donc si le corps est profilé, on peut arriver à des traînées très faibles. Donc ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est qu'en fait la traînée a plusieurs composantes. Il y a la traînée induite, dont je vais parler dans un instant. Il y a la traînée de pression ou la traînée de forme, et c'est celle-là que d'Alembert a étudiée. Il y a la traînée de frottement. Il n'en avait pas les moyens, disons, de représenter les effets de la viscosité. Et puis il y a une traînée d'onde qui apparaît lorsqu'on est à grande vitesse. Alors déjà, au début du XXe siècle, Prandtl développe sa théorie de la couche limite et donne déjà des résultats sur la traînée de frottement. Donc c'est une partie du sujet. Donc cette partie, elle existe. C'est le fait que des contraintes visqueuses produisent un frottement à la paroi et à partir de là, on a une force de traînée.
Une autre partie de la traînée, elle est intéressante, hein, elle est largement extérieure au travail de D'Alembert, c'est la traînée qui est produite par l'existence d'une portance. Lorsque vous avez un avion qui vole en altitude, on sait qu'on voit deux sillages. C'est des sillages de condensation, hein, c'est des cristaux de glace qui se condensent dans deux sillages qui sont en fait deux tourbillons qui circulent dans le sens que j'ai représenté ici sur la planche. Alors, des expériences ont été faites, par exemple, pour représenter ces tourbillons en faisant passer un avion dans des colorants, dans des nuages de colorants, et malheureusement, la planche qui montre le tourbillon qui en résulte n'est pas passée. C'est étonnant. Alors, je vais vous montrer quand même une expérience de ce type-là sous forme d'un film. Ça vous permettra de mieux voir ce phénomène. Donc, on envoie une maquette dans une soufflerie et vous voyez se former ces tourbillons. Donc, c'est des tourbillons qui descendent et cet écoulement descendant, c'est lui qui est en fait à l'origine de cette traînée induite. Donc, c'est une composante de la traînée qui existe, qui est une composante très importante qu'on essaye de minimiser lorsqu'on conçoit des avions, mais qui n'était pas, bien sûr, dans l'analyse de D'Alembert. Alors, la traînée de forme, qui était effectivement celle qui a été analysée par D'Alembert, eh bien, elle apparaît notamment parce qu'il y a une instationnarité de l'écoulement. L'écoulement ne reste pas stationnaire, il décolle sur l'objet. Par exemple, si on a ici un cylindre placé dans un écoulement, on voit des tourbillons qui sont lâchés derrière ce cylindre. Et par conséquent, il y a une énergie cinétique qui est créée dans ces tourbillons, qui s'accumule dans le sillage, et le travail qui est réalisé par la force de traînée, c'est-à-dire le produit dl, est environ égal à l'énergie cinétique accumulée dans le sillage, donc dans un volume qui fait de l'ordre de S, la surface frontale du corps, multipliée par la longueur L. Et au final, on a donc une traînée qui vaut l'énergie cinétique multipliée par la surface frontale. Donc cette traînée de forme, si on ne donne pas au corps un profil, elle peut être assez importante, mais elle devient quasiment nulle si on s'y prend bien et si on donne une forme profilée. Donc en définitive, le paradoxe de D'Alembert devrait être plutôt considéré comme l'indication que des corps bien profilés peuvent être conçus pour se rapprocher de cette condition de traînée de forme nulle. Par contre, si on ne s'y prend pas bien ou si on ne peut pas, eh bien, si on a par exemple un cylindre dans un écoulement, on aura une traînée de forme. Voilà, et je passe maintenant au dernier sujet de cet exposé, c'est l'équation de D'Alembert. Alors, cette équation porte sur les cordes vibrantes. Il s'agit de comprendre la dynamique de cordes et de leurs vibrations. Quelle est, par exemple, la fréquence qui est obtenue par ce type de corde. Et D'Alembert élabore une équation qui est très belle, qui est très simple, qui a été présentée tout à l'heure d'une façon un peu plus mathématique. Donc cette équation, elle fait apparaître à la fois la masse linéique de la corde, c'est-à-dire la masse par unité de longueur, et la tension que l'on donne à cette corde. Elle se présente sous la forme d'une équation en dérivée partielle du second ordre, à la fois par rapport au temps et par rapport à l'espace. On peut la mettre sous une forme qui fait apparaître une célérité, et c'est la célérité des ondes sur cette corde, et on voit bien que cette célérité a les bonnes dimensions d'une longueur par unité de temps. Et lorsque vous écoutez un violon, une guitare ou un piano, eh bien, on utilise justement ces cordes vibrantes, on fait vibrer les cordes et on en tire de la musique. Donc vous devriez penser à D'Alembert lorsque vous écoutez la musique. Et alors ce que fait D'Alembert, c'est qu'il donne non seulement cette équation, mais aussi cette très belle solution fondamentale qui est la somme de deux fonctions de x plus t et x moins t. Donc c'est une très belle, ou x plus ct et x moins ct. Et puis la généralisation de cette équation, c'est l'équation d'onde en 3 dimensions, telle qu'on la connaît, qui permet de décrire les ondes sonores
C'est l'équation qui vous permet de m'entendre actuellement. C'est cette équation qui gère la propagation des ondes. Elle est très belle, elle est très simple. L'opérateur qui intervient dans cette équation, c'est l'opérateur d'Alembertien, qui est simplement Laplace moins 1 sur c carré d2 sur dt2. Donc ce simple opérateur gère ces ondes sonores. Et pour concrétiser tout ça, et notamment pour Michel Zinc, j'ai prévu un film. Alors c'est un film qui représente l'émission sonore à partir d'un jet turbulent. Donc vous avez au centre un jet turbulent, donc un jet qui sort par exemple d'un réacteur de moteur d'avion. Il y a de la turbulence. Cette turbulence va produire des ondes sonores et ces ondes vont se propager. C'est une partie du bruit des avions. Alors ce sont des simulations récentes. C'était pas, à l'époque de D'Alembert, on ne pouvait pas faire ce type de simulation. Et on voit donc les ondes sonores qui sont des ondes à caractère sphérique qui apparaissent à partir de ces sources qui sont la turbulence et qui sont émises dans le milieu ambiant, dont évidemment le niveau diminue, puisque l'onde est sphérique, le niveau diminue comme 1 sur R. Et ça, c'est l'équation des ondes, l'équation de D'Alembert, sa généralisation, qui est à l'œuvre ici. C'est elle qui gère ces ondes qui sortent de ce jet. Donc au final, voilà mes conclusions. Donc le principe constitue un outil fondamental de la dynamique des solides. Il est à la source des équations de Lagrange, d'Hamilton, et puis de façon un peu indirecte de l'équation de Schrödinger. Son paradoxe montre qu'on peut réduire de façon notable la traînée de forme, la traînée de pression, une question qui est centrale en aérodynamique, et son équation décrit la propagation des ondes, et notamment celle des ondes sonores, des ondes élastiques dans les solides, des ondes électromagnétiques. Rien que ça. Donc les remarquables contributions de Jean-Laurent D'Alembert sont d'une étonnante actualité. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour ce magnifique exposé. Y a-t-il des questions? Oui. C'est une petite remarque, c'est tout. Dans les temps anciens où on m'avait enseigné l'aérodynamique, on m'a enseigné un théorème de Kutta-Joukowski qui montre que la traînée d'une aile était nulle. Très bien, très bien. Oui, effectivement, le très beau théorème, on prend donc de nouveau un fluide idéal autour d'un profil et on montre, et c'est le théorème de Kutta-Joukowski, que la portance, la force qui agit sur le profil est perpendiculaire à la vitesse et il en résulte une traînée nulle. Et donc le paradoxe n'est pas vraiment un paradoxe, c'est dans le cadre de cette théorie, c'est tout à fait exact. Disons, la théorie est bonne et le résultat est tout à fait bon. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un paradoxe. Et ça montre quand même qu'on peut ramener la traînée de forme à une valeur très très faible si on fait des beaux profils. Et c'est ce que les oiseaux ont appris à faire et c'est ce que nous avons appris à faire aussi, puisqu'on donne des beaux profils, on utilise ces profils pour permettre aux avions de voler et d'avoir une résistance très faible. C'est un abus de langage. En fait, c'était encore que la façon dont on l'avait démontré, ils avaient pris un réseau régulier d'ailes d'avion en augmentant le pas entre les ailes. Et c'est de cette façon qu'on l'avait démontré. C'est une des possibilités, mais en fait, ce n'est pas la seule. Et on peut le faire, par exemple, par analyse complexe, et on montre que le résultat est parfaitement valable. Oui, oui. Non, il y a diverses manières de le faire. Ça, c'est vrai pour les profils bidimensionnels. Ensuite, dès qu'on passe à des ailes, vous avez une traînée qui est très importante, qui est la traînée induite, donc, que je vous ai montré ici. Ça sortait un petit peu du cadre d'Alembert. Il n'avait pas idée de cette partie-là. Cette traînée induite, on la réduit en augmentant l'envergure de l'aile. Mais il y a des limites. On ne peut pas faire des ailes infinies, mais on essaye de faire des ailes de grande envergure pour les avions. Quand on peut augmenter leur envergure, on essaye de le faire. Autre question? Odile. Finalement, est-ce que ça a été publié sous une forme de paradoxe ou ça n'a pas été publié sous une forme de paradoxe du temps de D'Alembert? Est-ce qu'il le voyait, lui, comme un paradoxe?
Là, je suis sûr que dans la salle, il y a des personnes pour répondre. Irène Passeron, là, peut-être, non? Ou bien Alexandre Guilbault. Là. Vous avez des spécialistes ici qui sont formidables. Hein, donc, je dois vous dire... Ouais. Réponse courte, oui. Oui. C'est exprimé comme tel dans l'œuvre de D'Alembert, dans le tome 5 de ce opuscule mathématique. D'accord. « Disons, il se rendait compte que c'était un paradoxe, quoi, et il l'a écrit. Et c'est toujours présenté comme paradoxe, alors que c'est un résultat, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a d'autres personnes ici qui sont très spécialisées. Oui. Il y a quelques années, il y a eu une exposition au musée d'Orsay concernant, je crois, les travaux qu'a effectué Jules-Étienne Marais sur l'écoulement des fluides autour d'un objet de formes diverses. Est-ce que Jules-Étienne Marais connaissait très bien les travaux d'Alembert, ou est-ce que c'était une nouvelle approche sans rapport? Ça, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Bon, la visualisation des écoulements dans les fluides est très importante. Je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, ces visualisations, à la fois naturelles, hein, celles que vous pouvez observer dans le ciel, par exemple, où on voit deux tourbillons qui sont matérialisés par la condensation de l'eau sous forme de cristaux de glace. Vous avez deux sillages. Même un avion avec 4 moteurs ne forme que 2 sillages. Donc c'est déjà une information très intéressante. Hein. Ce sillage est intéressant, il a une durée assez longue, on sait l'étudier. Donc en tous les cas, la visualisation est très importante. Savoir qu'il y a cet écoulement, ça permet ensuite de se dire il y a peut-être un effet de cet écoulement sur l'avion lui-même. Donc l'avion produit des sillages, mais ces sillages ont ensuite une importance sur l'avion. C'est pour ça que la visualisation d'écoulement en mécanique des fluides est très largement utilisée pour comprendre la structure de l'écoulement. Donc Marais, je crois, faisait ce type, et un des premiers à avoir fait des visualisations de ce type. Oui. Alors, est-ce qu'il connaissait l'œuvre de D'Alembert? Je ne sais pas. Mais enfin, d'un point de vue fondamental, il me semble que la personne vraiment qui a levé le paradoxe de D'Alembert, c'est Ludwig Prandtl. C'est vraiment lui, en introduisant la notion de couche limite, et en prenant en compte la viscosité, qui a vraiment résolu ce paradoxe. Tu es d'accord? Alors, à mon avis, quand même, non, il a montré qu'il y avait de toute manière une traînée qui était associée au frottement, donc à la viscosité. Ce que D'Alembert n'avait pas dans ses cordes, il ne pouvait pas... Bon. Mais ce n'est pas cette traînée-là qui est la traînée la plus importante. Lorsqu'on a un objet... Voilà. Oui, alors il a levé cette partie-là, mais ce n'était pas la seule, hein, puisque pour des corps non profilés, des corps, des bluff bodies, hein, des corps, un cylindre par exemple, la majeure partie de la traînée est associée à ce mécanisme d'accumulation d'énergie cinétique derrière le corps. Oui, mais même si tu as un corps profilé, voilà. Tu as encore une traînée. À ce moment-là, il reste cette traînée de frottement. On élimine quasiment la traînée qui est associée à ces tourbillons et il reste la traînée de frottement qui existe, mais qui peut être très très faible. Heureusement pour nous, c'est ce qui permet de faire voler des avions ou des oiseaux. Ils ont des traînées relativement faibles et ça leur permet de voler sur des grandes distances. Oui. Oui. Deux dernières questions, oui. Alors, oui, en lisant une biographie de D'Alembert, notamment quand il parlait, enfin, on voyait comment il avait publié ses travaux en concurrence avec Euler ou avec Clairaut. La biographie expliquait que il vérifiait pas forcément 100% de tout ce qu'il publiait. Enfin, il essayait au plus rapidement d'acquérir une certaine paternité sur les théories parce qu'elles étaient émergentes. Et puis en fin de carrière, quand il était plus dans la partie académique, il était très vanté sur justement la rigueur qu'il avait dans ses écrits. Et donc je voulais savoir ce qu'il en était réellement et quand on fait une rétrospective sur ce qu'il a pu écrire, si c'était vraiment
un père dans la rigueur, dans l'exactitude de tout ce qu'il écrivait, ou ça a été plus un précurseur et qui jetait plein d'idées et qui ont été reprises par la suite par Lagrange, par exemple? Bon, là, de nouveau, je pense qu'il y a des spécialistes qui peuvent vous répondre. Je vais leur donner la parole peut-être. Mais ce que j'ai pu en voir, quand même, c'est beaucoup d'efforts et de rigueur dans tout ce qui est écrit. Donc, je crois que c'est quand même très rigoureux. Alors, il y a eu toutes sortes de controverses. Par exemple, sur l'équation des cordes vibrantes, il y avait vraiment des controverses avec Bernoulli, avec Euler, des solutions différentes. Et peut-être... que les deux parties n'arrivaient pas à voir qu'en fait, il y avait les deux solutions, les deux possibilités d'écrire les solutions. L'une qui était fondée sur des sinusoïdes, des sommes de sinusoïdes, un petit peu, et l'autre qui était fondée sur cette écriture de base, la solution fondamentale, qui est due à d'Alembert. Donc là, vraiment, c'est sur cette partie-là, par exemple, il a une solution parfaitement acceptable de l'équation des cordes vibrantes. Mais alors, il y a des spécialistes, il y a Guillaume Jouve. Alors, il y a beaucoup de discussions, mais je vais m'arrêter bientôt parce qu'ensuite, il faut qu'on passe à l'astronome. J'ai la réponse à la question de... Alors, Uriel, vas-y pour la réponse. Prends un micro. Voilà. Oui, Couder me disait à l'instant, il n'y avait pas assez d'expérimentateurs à l'époque. Mais si, il y avait les militaires. Les militaires savaient depuis déjà assez longtemps qu'un boulet de canon, ça ne suivait pas la trajectoire parabolique. Et l'anglais Robbins a écrit un assez gros traité là-dessus. Et après, ça a été amélioré par Euler, qui l'a traduit en lui rajoutant un facteur 3 et en donnant la première démonstration d'une forme un petit peu simplifiée du paradoxe d'Alembert. Et évidemment, d'Alembert savait parfaitement que c'était paradoxal et il appelait lui-même le truc paradoxe. Le mot paradoxe figure dans le titre d'un de ses articles. Merci pour cette précision. Dernière question. Oui, cette traînée résiduelle, elle doit donc disparaître dans l'hélium superfluide. Encore que je suis bien convaincu qu'on ne fasse pas beaucoup voler d'avions dans l'hélium superfluide. Voilà. Mais c'est une autre question. Oui, tout à fait. Le frottement disparaît dans l'hélium superfluide. Donc à ce moment-là, il restera quand même... Non, la traînée induite, pour une petite voilure dans de l'hélium superfluide, peut-être qu'on n'arrive pas à générer même ces tourbillons. Je ne sais pas si ça a été étudié. Oui. Si quand même, peut-être le théorème de Kelvin dit qu'il y aura quand même des tourbillons qui vont se détacher. Enfin.